Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Sabine Jean Dubourg qui publie le guide illustré des achats responsables. Vous verrez notamment qu'ils permettent aussi de faire des économies budgétaires. Dans notre débat, on va relever le défi du développement de la filière hydrogène en France, qui publie son baromètre annuel. Quel bilan? Comment soutenir la filière? Faut-il réserver ce carburant à la mobilité des véhicules lourds? On répondra à ça tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Dawn qui valorise les stocks d'invendus non alimentaires. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Sabine Jean Dubourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous publiez ce guide illustré des achats responsables, c'est aux éditions Contenta, vous êtes consultante en achats responsables, vous avez voulu quoi, réunir tous vos conseils, vos bonnes pratiques dans un livre? J'ai surtout voulu que les gens s'y mettent parce que moi je travaille sur les achats responsables depuis 2009, je suis conseil depuis 6 ans et je trouve que ça ne bouge pas assez vite et ça doit bouger beaucoup plus vite au regard des enjeux qu'il y a environnementaux et sociétaux. Et ce livre, il a un objectif, c'est que les acheteurs, et pas que en fait, comprennent les enjeux de RSE, tous autant qu'ils sont, et qu'une fois qu'ils ont compris, ils aient la méthode pour décliner la stratégie RSE de leur entreprise si elle existe, et j'espère pour eux qu'elle existe, j'espère que pour toutes les entreprises elle va exister, dans les achats. Parce que les achats sont un énorme contributeur de la stratégie RSE de l'entreprise. Alors justement, à quel point c'est un levier de transformation, la direction des achats? Parce que déjà, toute entreprise achète. De la plus petite à la plus grosse, on achète. Avec une part achat qui peut être 20-30% jusqu'à 80% dans le retail. Même voire plus. Donc ça veut dire que c'est une fonction stratégique dans l'entreprise. Donc si la fonction achat ne se met pas à contribuer à la durabilité de l'entreprise, il y a tout un pan de l'entreprise qui ne va pas être durable. Et donc il faut entraîner le service achat, les acheteurs et tout l'écosystème des fournisseurs. C'est vachement important qu'ils savent faire. Et ils ne savent pas faire pour la plupart. Oui, ils ne savent pas faire parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes pratiques qui peuvent exister ailleurs, parce que ce n'était pas dans leur état d'esprit, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut opérer. Alors, la fonction achat, elle a été créée il y a des années pour en fait, que l'entreprise soit plus rentable. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, il fallait faire des économies sur les achats. Et ça a été, et c'est toujours malheureusement dans énormément de directions achats, le seul driver, c'est le saving. Est-ce que je vais payer moins cher ou est-ce que grâce à mes acheteurs, je vais payer quelque chose moins cher que j'aurais dû le payer au niveau budgétaire? Et en fait, depuis quelques années, on le voit, l'autre driver des acheteurs, c'est est-ce que je vais avoir le produit pour produire mon service ou mon produit? Et donc les acheteurs ont commencé à faire ce qu'on appelle les analyses de risque. Mais maintenant, les consommateurs, on est toujours en B2B2C quelque part, les consommateurs disent, moi je veux savoir de mon produit d'où il vient, comment il est fait, par qui il est fait et avec qui. Donc, mais alors, on va reprendre notamment la notion de risque, mais sur le coût, est-ce que c'est pas contradictoire? C'est-à-dire, est-ce que le fait de vouloir faire un achat responsable, ça va pas coûter plus cher à l'entreprise? Non, c'est tous les acheteurs que je forme sur ce sujet-là, ils me disent tous, mais ça va coûter plus cher. En fait, déjà, c'est une autre façon de penser. On repense le besoin. Donc, on commence par se poser la question de ce dont on a besoin pour ajuster le besoin de façon parfaite à ce que veut l'utilisateur. Donc déjà, en dimensionnant le besoin, on ne prend pas une Porsche pour faire 3 km tous les jours. On va prendre une voiture beaucoup plus adaptée. Déjà, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a repensé le besoin, on va aller voir le fournisseur ou les fournisseurs, c'est la phase de sourcing, et on va voir quels fournisseurs peuvent répondre à ce besoin. Et on va écouter, c'est un métier d'écoute, les achats responsables. On va écouter ce que les différents fournisseurs peuvent fournir. Et on va choisir la solution la plus adaptée par rapport aux besoins, qui ne sera pas nécessairement la plus chère, pas nécessairement la solution qu'on aurait a priori choisi. Comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Il y a une notion de capillarité en plus que je trouve intéressante. C'est-à-dire que quand une direction des achats se dit tiens, je vais faire des achats responsables, ben forcément, il y a les fournisseurs qui doivent s'y mettre, qui eux-mêmes font des achats. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on peut
est-ce que vous voyez, quand vous dites que ça ne va pas assez vite, mais est-ce que vous voyez quand même ce cercle un peu vertueux qui commence à se mettre en place? Oui, parce que en fait, les achats responsables étaient l'apanage de grands groupes, puisque dans les déclarations de performance extra-financière, on devait en parler. Donc les achats responsables ont été mis en place dans des grands groupes, et il y en a certains qui ont vraiment fait pousser les choses. Et ces grands groupes ont demandé à leurs fournisseurs de faire. Et du coup, les fournisseurs avaient aussi des fournisseurs qui ont demandé aux petits de faire. Oui. Après, moi, je voyais hier, j'étais chez Vinci, et ils me disent, mais oui, comment on fait avec les tout petits? En fait, il faut dialoguer, expliquer, être pédagogue. Oui, parce qu'il faut les accompagner, parce que celles qui sont au bout de la chaîne, les plus petites entreprises, elles n'ont pas forcément les moyens de tout de suite faire basculer leur modèle, donc ça suppose un accompagnement. Vous avez évoqué la CSRD, le bilan extra-financier. Quel est le rôle de l'aiguillon réglementaire, français ou européen, dans cette transformation vers des achats responsables? S'il n'y avait pas eu tout le réglementaire, il n'y aurait pas tout ça qui aurait été fait, ça c'est clair. C'est clair, et j'ai même une fois, c'était chez Manitou, un des acheteurs Monde qui me dit, mais on voudrait encore plus de réglementation. Parce qu'en fait, la réglementation, elle pousse tout l'écosystème à aller vers. Et ce qui est bien, on critique beaucoup la réglementation actuellement, il y a trop de réglementation, mais ce qu'on remarque au niveau du monde entier, les Chinois ont fait une réglementation de reporting extra-financier. Depuis 2024, c'est applicable. Les Américains essayent de driver un reporting extra-financier mondial, et les Européens... Enfin, ils sont plutôt en train d'essayer d'empêcher leurs entreprises d'être soumises à la CSRD en Europe, les Américains, avec l'arrivée de Trump. Mais oui, parce qu'ils veulent nous imposer leurs standards à eux, nous ont imposé les IFRS. Qui seront beaucoup moins disants, les standards américains, on est bien d'accord. Exactement, on ne parle pas de double matérialité, on parle que de simple matérialité aux États-Unis, et c'est un reporting qui est à destination des financiers, des investisseurs. On parle de risque que va prendre votre argent à court, moyen et long terme. La CSRD, on parle de l'entreprise. Il y a aussi un autre règlement dont on parle moins et qui est pourtant important, c'est la lutte contre la déforestation importée. Là aussi, est-ce que vous y voyez un lien direct avec une politique d'achat responsable? Complètement. Complètement. Quand vous achetez du bois, quand vous êtes un grand groupe qui achète du bois, nous on a accompagné avec un autre cabinet, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, ils ont des enjeux énormes avec tout le bois qu'ils traitent. En fait, plus l'entreprise est grosse, plus l'entreprise a une responsabilité, c'est bien ce qu'on dit dans le livre, plus l'entreprise a une responsabilité de savoir ce qui se passe dans sa chaîne d'appro le plus loin possible et d'influer pour que ça se passe mieux. C'est ça, en fait, les achats responsables. Et donc, ça nous ramène à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la réduction des risques. Est-ce que ça, c'est pas finalement l'argument massue, celui que vos interlocuteurs peuvent le plus rapidement entendre et intégrer? Oui. Alors après, ils le font, pour la plupart, ils le font. Ils regardent les risques que l'entreprise va prendre en prenant tel et tel fournisseur. Mais la notion d'un développement durable d'une entreprise, c'est que l'entreprise va regarder ça aussi dans l'autre sens. Quel risque, moi, je fais courir à l'environnement, la nature, et quel risque je fais courir à mes parties prenantes, fournisseurs, clients, etc. Et ça, les services achats ont du mal à le comprendre, parce que c'est une façon de voir les risques de deux façons. Outside in, les risques que l'extérieur fait prendre à mon entreprise, mais aussi les risques inside out que moi, entreprise, je vais prendre à l'extérieur. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Et puis il y a cette question, comme vous dites, il y a toujours un client au bout de la chaîne de l'image de l'entreprise. Et donc il y a aussi ce risque réputationnel qu'on peut réduire par une politique d'achat responsable. Carrément. C'est un des gros leviers, c'est ça en fait. On sait où on achète. Les fournisseurs, on les connaît, on sait ce qu'on achète, les produits, et grâce à ça, on peut identifier les risques qu'on a dans notre chaîne d'approvisionnement, les réduire, et donc travailler pour éviter les risques d'image. Quand vous avez des entreprises qui sont attrapées parce que elles font travailler des enfants, il y a eu des scandales dans le passé, des entreprises parce qu'elles vont ponctionner de l'eau, des nappes phréatiques, et du coup, la population locale ne va pas avoir d'eau, ou qu'elles vont polluer l'eau des nappes phréatiques et que la population locale va être obligée d'être approvisionnée en eau de bouteille, tout ça, c'est grave pour l'image de l'entreprise et c'est très difficile de remonter derrière. On a quelques quand même grands scandales qui... Bien sûr. Quand on parle d'achat responsable, est-ce que ça veut dire aussi une réduction des déchets d'une certaine façon que l'entreprise produit? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans l'éco-conception de ce qu'on achète, etc., etc. Bien sûr. En fait, les achats responsables, c'est une question d'impact et de cycle de vie. Les impacts, on en a parlé, avec les risques associés.
Il y a des impacts aussi positifs, on en parle aussi souvent, mais il y a aussi la notion de cycle de vie. Moi, quand j'ai travaillé avec une société comme Carglass, pour qui l'économie circulaire c'est extrêmement important, le directeur de l'environnement qui assistait à la formation des acheteurs, il m'a dit c'est super parce que vous avez bien expliqué la notion de cycle de vie à mes acheteurs. Parce qu'en fait, l'acheteur a tendance à penser à son produit tel qu'il va être utilisé par l'acheteur et ne pense pas à ce qui va arriver à ce produit en fin de vie. Et c'est extrêmement important. Et l'éco-conception, c'est un des outils dont on parle dans le livre, qui prend en compte les impacts selon beaucoup de critères, donc c'est multicritères, et sur tout le cycle de vie. Et un produit éco-conçu, c'est un produit qui prend en compte les impacts sur tout le cycle de vie et tous les impacts. Merci beaucoup Sabine Jean Dubourg. Je rappelle que vous publiez ce guide illustré des achats responsables qui est publié donc aux éditions Contenta. Voilà, on passe à notre débat consacré à la filière hydrogène. Le débat de ce Smart Impact, on parle de la filière hydrogène avec Christelle Verquin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de France Hydrogène. Céline Leroy, bonjour. Bonjour. La directrice générale de GESIP. On va présenter vos associations France Hydrogène. Combien d'entreprises vous représentez ? Alors France Hydrogène, ça rassemble 450 adhérents aujourd'hui, dont une majorité d'industriels et d'entreprises, donc environ 330 entreprises pour un tiers des grands groupes, mais également des ETI, des PME et des start-up. Oui, il y a vraiment toute taille d'entreprises qui travaillent à la solution hydrogène aujourd'hui. Exactement, mais pas seulement, puisqu'on rassemble également des centres de recherche, des laboratoires, des collectivités territoriales, des pôles de compétitivité et des associations professionnelles partenaires. Ouais. Et vous venez de publier votre baromètre annuel, on va y revenir dans un instant. GESIP, en quelques mots, Céline Leroy. Alors GESIP, c'est une association d'industriels. On est 63 membres, essentiellement des grands groupes membres, qui ont décidé il y a 70 ans de se réunir pour parler de sécurité industrielle afin d'être plus performants dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de l'environnement. Donc ça passe par quoi ? Par des formations notamment ? Alors ça passe par deux axes. En effet, un axe formation, et le but c'est finalement de partager notre savoir-faire, alors spécialement dans le domaine de la lutte contre l'incendie et de la gestion de crise. Et l'autre partie concerne le domaine technique, dans lequel là, à travers des échanges entre industriels, on va finalement anticiper certaines problématiques qui arrivent ou évoluer en fonction de la réglementation pour finalement proposer des guides qui permettent de mettre en place des choses opérationnelles sur le terrain. Alors, vous publiez avec France Hydrogène un baromètre annuel. Il vient de sortir, je crois, il y a quelques jours. Christelle Verquin, allez, s'il y a une leçon principale de ce baromètre, c'est quoi ? Alors ce baromètre, effectivement, c'est l'outil de référence qui nous permet d'évaluer l'état d'avancement de la filière française de l'hydrogène. Ouais. Donc on le publie chaque année et on l'a publié lors de notre salon iVolution co-organisé avec GL Events. Alors ce baromètre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la dynamique industrielle sur l'hydrogène existe en France, même si l'impulsion de départ qui a été donnée par la stratégie hydrogène de 2020 a permis de lancer beaucoup de projets, beaucoup d'usines et beaucoup d'ambitions. Et on voit là un petit peu un ralentissement. C'est un moment de creux ? C'est pas un moment de creux, c'est un moment où, en attendant que les gros projets émergent, on a besoin de structuration de la chaîne de valeur, de poursuivre l'effort. Mais la dynamique existe. Par exemple, on a des capacités installées de production d'hydrogène par électrolyse. On a des véhicules de plus en plus nombreux sur les routes. Par exemple, 1000 taxis sont en circulation à Paris. C'est 5% de la flotte des taxis parisiens qui roulent à l'hydrogène. Il y a eu un effet d'accélérateur avec les Jeux Olympiques. Absolument. On a aussi des bus qui circulent, des bennes à ordures ménagères, quelques camions, des vélos, enfin voilà. Et plus largement, dans la dynamique industrielle, l'hydrogène sert à la fois à la décarbonation de l'industrie. Donc on s'inscrit dans la perspective de transition énergétique. Ouais. Elle est quoi ? Elle est encore adolescente ? Elle est à quel âge, la filière hydrogène ? La filière c'est plus un bébé, c'est une ado, c'est plus un bébé. Simplement, on a tendance à. Il y a eu un engouement pour l'hydrogène. 90 pays dans le monde ont une stratégie hydrogène. L'Union européenne a une stratégie hydrogène. La France a été même parmi les pays pionniers sur l'hydrogène. Simplement, on attendrait là bizarrement de l'hydrogène en 4 ans, ce que d'autres filières ont mis 20 ans
à installer, si on prend les filières d'énergie renouvelable, etc. Donc, il faut un peu de patience. Donc, c'est une dynamique qui est quand même très rapide, mais c'est une filière industrielle en amorçage. GESIP a signé un partenariat avec France Hydrogène, Céline Leroy. Pourquoi? En quoi consiste ce partenariat? Alors, on a en effet signé ensemble un partenariat en décembre 2022. Et le but, c'était finalement, nous, de faire profiter de notre expertise finalement historique de nos adhérents sur le domaine de l'hydrogène à France Hydrogène, et aussi capitaliser sur finalement les membres de France Hydrogène pour comprendre leurs besoins, notamment leurs besoins en termes de formation ou leurs besoins en termes d'apprentissage sur des analyses de partage d'expériences, de REX, de presque incidents, d'incidents. Et qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, si on peut faire un premier petit bilan après 2 années. Oui. Alors, on a finalement participé régulièrement aux journées de France Hydrogène, les journées sécurité notamment de France Hydrogène, pour aider à la coordination parfois de partage d'incidents ou de presque accidents. On participe à des groupes de travail, et notamment actuellement sur un groupe de travail qui consiste à mettre en place dans le futur la formation de chauffeurs qui transportent de l'hydrogène, des cigares d'hydrogène sur nos routes. Voilà. Donc c'est un exemple. Et au sein de GESIP, finalement, grâce à ce partenariat, on a pu aussi, avec nos membres, s'interroger sur les besoins futurs. Donc on a, par exemple, un groupe de travail technique qui est aujourd'hui en place et qui va travailler sur la transformation, enfin l'utilisation, on va dire, des pipes qui transportent aujourd'hui des hydrocarbures et qui demain transporteront peut-être de l'hydrogène. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup les transformer pour mettre autre chose que du pétrole ou du gaz à l'intérieur. C'est ce qu'on est en train de regarder. C'est si simple. C'est pas si simple. Oui, évidemment. Moi, j'arrive et je dis, voilà, c'est facile. Non, ça demande qu'un certain nombre d'experts se penchent sur le sujet pour voir si finalement on peut le faire avec le même niveau de sécurité que ce qu'on fait aujourd'hui sur le transport d'hydrocarbures. Donc il y a cette dimension de formation. Ça représente combien de métiers différents? Je ne me rends pas compte si c'est des dizaines, des centaines de métiers qui déjà aujourd'hui finalement sont concernés par l'hydrogène, par cette filière. C'est une bonne question. En fait, on s'est penché dessus. On a édité un guide en 2021 où on a recensé en fait les 80 métiers différents auxquels la filière hydrogène doit faire appel. Et le travail qu'on a mis en place avec nos partenaires et aussi au sein de groupes de travail, c'est de regarder les compétences requises. Donc, c'est souvent de l'adaptation de compétences pour permettre à l'hydrogène de venir dans les secteurs de l'industrie, des transports, etc. Et donc, il y a un besoin d'adaptation des compétences. Et il y a aussi quelques nouveaux métiers. Voilà. Ouais. Quels sont les usages de l'hydrogène aujourd'hui? C'est principaux. C'est la mobilité? C'est plutôt justement dans le secteur industriel? En fait, l'hydrogène, c'est ce qu'on a appelé le chaînon manquant de la transition énergétique. C'est-à-dire que si on se projette sur la neutralité carbone à 2050, il y a une partie des usages dans plusieurs secteurs, je vais y revenir, qu'on ne pourra pas décarboner si on n'a pas d'hydrogène. C'est par exemple dans le domaine industriel le raffinage, la chimie, la production d'acier, ou les engrais, la production d'engrais, qui nécessitent de l'hydrogène. Et si on produit l'hydrogène proprement, on décarbone ces secteurs. Après, on a aussi l'utilisation de l'hydrogène pour fabriquer des carburants de synthèse qui servent à décarboner, par exemple, l'aéronautique, le secteur de l'aviation ou le secteur maritime. Et puis, on a également le secteur de la mobilité routière, sur laquelle on a effectivement, pour des usages intensifs, professionnels, qui nécessitent soit un temps de recharge très court ou une autonomie ou besoin de transporter des charges lourdes, l'hydrogène est une meilleure solution probablement que la batterie. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. On parlait des taxis. Est-ce qu'il ne faut pas réserver l'hydrogène à la mobilité lourde, plutôt aux poids lourds, aux camions, aux cars, etc. En fait, il faut regarder en fonction des usages, c'est-à-dire des besoins réels. Et les besoins, il y a des cas d'usage qui sont identifiés. Effectivement, quand on a par exemple besoin de livrer, même sur un chargement moyen, mais de livrer de manière discontinue, sans pouvoir se recharger facilement ou avec un besoin de se recharger rapidement, l'hydrogène peut jouer un rôle. Si on est un fourgon ou un camion qui a besoin de secours ou d'intervention, par exemple, et peut-être que la batterie ne va pas pouvoir servir cet usage-là. Donc il faut regarder au cas par cas. Voilà. C'est le lourd, mais aussi l'intensif
comme mobilité. Je me souviens d'être allé faire quelques émissions au Grand Prix de Formule 1 en France, au Castellet, quand il y avait encore un Grand Prix de Formule 1 en France, et il y avait une voiture de course à propulsion hydrogène qui était testée. L'un des enjeux, c'était le réservoir. Et ça rejoint les impératifs de sécurité qui sont les vôtres. Est-ce que c'est plus compliqué finalement de faire rouler une voiture à l'hydrogène? Qu'est-ce qu'il faut changer en matière de sécurité, notamment des réservoirs? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'automobile, alors je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à votre question complètement. Non, mais c'est un vrai enjeu de sécurité. Mais en tout cas, il y a un enjeu de sécurité sur l'hydrogène et ce qu'il va falloir finalement gérer, notamment, ou être capable d'appréhender, c'est la fuite d'hydrogène. Voilà. Ou la résistance du réservoir en cas d'accident. Ou en cas de choc, tout à fait, exactement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont des enjeux majeurs sur lesquels on travaille. Finalement, on se disait la même chose sur l'essence il y a 70 ans. Donc, finalement, c'est une question d'éducation, de formation, de prévention. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. De maturité de la filière, on y revient finalement. Exactement. Je trouve que de ce point de vue-là, et ça rejoint un petit peu ce qui était dit, c'est-à-dire qu'en termes de technologie, d'objets techniques, les réservoirs, ils sont testés vraiment avec ils sont en fibre de carbone, des réservoirs de type 4, enfin, c'est très éprouvé. Et justement, la filière hydrogène s'est attachée à gérer ces enjeux de sécurité, etc. Avec l'idée sous-jacente de se dire c'est un vecteur énergétique qui présente des risques comme tout vecteur d'énergie. Et pas plus que les autres? C'est un fantasme, ça, parce que ça fait partie de la petite musique qu'on entend autour de l'hydrogène. Il y a des risques, évidemment. Et parmi nos adhérents, on a l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, qui explique très très bien qu'il y a une façon de gérer le risque de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui se libère très facilement, qui est très volatile. Donc si il est bien conservé et que le réservoir tient bien, il n'y a pas de problème. Si on le libère sans confinement, il n'y a aucun problème et c'est même moins impactant probablement qu'un feu de batterie. Pour les industries pétrolières qui sont en train de travailler à leur transformation, à leur transition, évidemment c'est encore une part toute petite du chiffre d'affaires des géants du pétrole, les énergies renouvelables. L'hydrogène, c'est encore plus petit. C'est-à-dire en termes d'enjeux et de stratégie, qu'est-ce que ça représente ? Alors au niveau de l'industrie, c'est surtout que l'industrie utilise de l'hydrogène. Donc c'est l'utilisation d'hydrogène vert, par exemple, au lieu d'utiliser de l'hydrogène gris. Donc voilà, l'enjeu pour l'industrie, il est essentiellement là. Donc c'est finalement être en capacité en France, éventuellement, de fournir de l'hydrogène vert pour pouvoir l'utiliser dans l'industrie. Voilà. L'enjeu, il est là. Les industriels utilisent finalement de l'hydrogène depuis très longtemps. Donc, ils connaissent les risques, ils savent les maîtriser. Et donc, le but, c'est de capitaliser justement sur toute cette connaissance, toute cette expérience qu'on a autour de la sécurité industrielle pour le partager avec les nouveaux acteurs. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique quotidienne consacrée aux startups éco-responsables. La bonne idée du jour, elle est signée Guillaume Delory. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Dawn. Vous l'avez créé officiellement en 2020 avec Thomas Moreau. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Une idée tout simple, en fait. Dawn, on est aujourd'hui l'intermédiaire qui aide les entreprises qui ont du surstock, des invendus, des invendables, à les donner à des associations. Et en fait, l'idée, elle vient plutôt de mon associé Thomas Moreau, qui est aussi un ami d'enfance, qui travaillait chez Decathlon et qui s'est rendu compte en fait que en magasin il y avait malheureusement pas de solution sur les produits qui étaient délotis, qui étaient un peu abîmés. On parlait pas encore de seconde vie à l'époque. Ça nous semblait dommage. On connaissait un peu le milieu associatif et ses vertus. Et en fait, on a proposé à Decathlon en premier lieu de leur créer une plateforme, qui permettrait d'industrialiser le don au niveau de tous les magasins, de pouvoir centraliser les données, de pouvoir dématérialiser en fait tout le processus du don et de les aider à pouvoir le déployer sur l'ensemble de leurs magasins. Donc 2018, on a cette idée. 2019, on est plutôt d'un parcours tous les deux informatique. On développe cette plateforme. On passe les premiers tests avec Decathlon, on va l'essayer sur un magasin, 3, 30, 50. On se rend compte que l'idée marche et donc on déploie et on crée notre entreprise en 2020. Avec donc quand même ce constat, qui est le constat des stocks dormants et notamment cette étude publiée par l'ADEME en 2021 qui nous dit que plus de 15% des stocks dormants sont détruits. Alors, alors évidemment il y a l'impact environnemental, mais c'est quand même une perte aussi énorme pour les entreprises. Comment on explique de tels chiffres? Pourquoi il y a tant de stocks dormants?
Ça vient aujourd'hui de plein de facteurs, notre mode de consommation en fait, qui oblige les sociétés, les entreprises à avoir beaucoup de stocks. Effectivement, en fait, c'est assez catastrophique de se dire que, selon l'ADEME, on a plutôt des chiffres entre 2 voire 4 milliards d'euros de stocks qui dorment dans les entreprises. Et effectivement, ce rapport en fait annonce plus de 600 millions d'euros de stocks détruits par an. Ce qui est quand même assez fou. Nous, partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment trouver une solution, parce que de l'autre côté, vous avez ces problématiques d'entreprise, mais vous avez aussi les associations. Alors justement, quelles associations parce qu'il faut les choisir, il faut les sélectionner. Enfin, comment vous faites ce travail? Aujourd'hui, notre plateforme en fait permet à toute association de pouvoir s'inscrire. Nous, on va les aider à structurer leurs demandes, structurer leurs demandes et monter un projet qui plaise aux entreprises, donc pouvoir défendre en fait ce projet-là. Une fois que tout est en règle et que les associations peuvent récupérer les produits dans de bonnes conditions et émettre un reçu fiscal. On pourra en revenir, mais il y a un avantage fiscal aussi pour les entreprises à donner et à minimiser en fait ces 15% de pertes aujourd'hui qui peuvent les avoir. Une fois qu'on a créé ça avec les associations, les associations peuvent récupérer directement des produits sur notre plateforme. Alors justement, quel avantage au-delà du don et puis du fait de donner une vie à un produit plutôt que de le détruire, il y a un avantage fiscal pour une entreprise? C'est ça, il y a on aime à dire qu'il y a 3 avantages, 3 vertus très, très fortes au don pour les entreprises. Effectivement, il y a une gestion saine du don puisqu'elles vont pouvoir assainir leur stock de produits parfois un peu plus anciens ou parfois qui ont du mal à se vendre. Il y a effectivement un avantage environnemental, sociétal qui est énorme. C'est du bon sens de se dire qu'il vaut mieux donner un produit que le détruire. Que le détruire. Et le troisième, l'avantage fiscal, puisque 60% de la valeur du produit peut être récupéré en réduction d'impôt. 60% de la valeur du produit, 60% aussi de tous les frais qui peuvent être inhérents au don, donc aussi de nos frais de service. Et alors justement, votre modèle économique, c'est quoi? Notre modèle économique, on a fait un choix très simple, très clair. On a toujours été 100% gratuit pour les associations. Ça a toujours été quelque chose qu'on a souhaité avec mon associé. Et donc, on vient en fait aider les entreprises. Et une fois que le don est fait, on vient récolter des frais de service de la valeur des produits, sur la valeur des produits donnés. Un dernier mot sur cette levée de fonds annoncée d'1 200 000 €, c'était en juillet 2022. Ça vous a permis j'imagine, monter en puissance. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 35 collaborateurs basés sur Lille. Effectivement, on a monté en puissance et ça nous permet en fait d'avoir une croissance à 3 chiffres depuis maintenant notre création. On a finalisé une année 2027 record avec plus de 2,7 millions € de chiffre d'affaires et quasiment 20 millions d'euros de produits donnés, j'ai envie de dire sauvés aussi, de la destruction. Merci beaucoup Guillaume Delory et bon vent à Dawn. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billat à la programmation, à la production assistée de Juliette Miglierina, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont, l'ingénieur du son. Salut!